Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc dans l'actualité de ce mardi 8 juin 2021. Nous y sommes. À partir de ce mercredi 9 juin, de nouveaux assouplissements entrent en vigueur. Le déconfinement se poursuit avec un couvre-feu décalé à 23h et la réouverture des salles de restaurants et des salles de sport. Nous avons suivi les derniers préparatifs à Albertville et à Aix-les-Bains. Et puis ils revendiquaient la réouverture des lieux culturels, mais leur lutte s'est élargie. Ils ont trouvé un nouveau refuge. Les militants qui occupaient l'espace Malraux de Chambéry sont désormais implantés dans des écuries désertées. Explication à suivre. Je vous le disais en titre, nous franchirons une nouvelle étape du déconfinement ce mercredi 9 juin. Le pass sanitaire fera son entrée. Il sera obligatoire pour accéder à certains lieux et événements réunissant plus de 1000 personnes. En revanche, pas besoin de lui pour vous rendre dans votre salle de sport ou encore au restaurant, alors que les terrasses sont déjà accessibles depuis plusieurs semaines. Les salles de restaurant vont revivre dès demain. Alors comment se prépare cette réouverture très attendue? Colline Emerio a suivi un restaurateur à Albertville dans cette dernière ligne droite. Reportage. Mesure phare de cette étape de déconfinement, la réouverture des salles intérieures des restaurants. Les plus gourmands ont déjà l'eau à la bouche et le personnel du République dans le centre-ville d'Albertville est déjà sur le pont. Au menu aujourd'hui, livraison, nettoyage, dressage des tables et préparation des entrées froides. Ça fait très plaisir de réouvrir, d'avoir du contact avec la clientèle. Surtout que ça a manqué un peu, discuter avec les personnes. On a hâte d'attendre les clients et de les revoir. En temps normal, ce bistrot accueille 50 à 60 couverts par service et a une terrasse pouvant accueillir 20 personnes, trop petite pour les propriétaires qui ont préféré attendre le 9 juin pour rouvrir leurs portes. Donc là on rouvre demain avec toutes les problématiques qui a pu se poser. Donc on a ouvert uniquement le 9 juin. Voilà, parce qu'on avait une petite terrasse, parce que tout simplement il y avait beaucoup de choses qui devaient se mettre en place, donc du personnel à faire revenir, une petite terrasse, donc peu de couverts, donc on relance une nouvelle carte été, on était obligé de faire énormément de préparation. Ce mercredi, ils ouvriront donc, mais avec une jauge intérieure réduite à 50% et pour l'instant, interdiction de s'asseoir au comptoir. Comme beaucoup d'autres restaurants, les clients devront flasher un QR code pour connaître la carte et inscrire leurs coordonnées dans un livre. Cela permettra au restaurant de les contacter en cas de contamination. Pas de quoi freiner les clients qui ont déjà commencé à réserver leur table. Plus de 7 mois qu'ils attendaient ça. Ce mercredi 9 juin, les gérants de salles de sport vont pouvoir eux aussi accueillir à nouveau du public. Après une aussi longue période d'inactivité, les préparatifs pour cette réouverture ont été intensifs. Sébastien Germain s'est rendu dans un club de remise en forme à Aix-les-Bains où règne un mélange d'excitation et d'appréhension. Reportage. Les 400 mètres carrés de la salle de sport Freedom Fitness d'Aix-les-Bains ne sont pour le moment ouverts qu'à certains sportifs de haut niveau ou à certaines personnes bénéficiant d'une autorisation médicale. Mais ce mercredi 9 juin, à partir de 6h du matin, 30 personnes pourront profiter de la soixantaine de postes de travail de manière simultanée. Et pour cette réouverture au grand public tant attendue, tout a été mis en place pour accueillir au mieux les adhérents. Les mesures de distanciation sociale ont été renforcées, l'espace et la disposition des machines ont été repensées et la jauge de présence a été divisée par 2. L'heure est donc presque à la renaissance. Ça fait un petit moment qu'on l'attend quand même, ça va faire plus de 7 mois qu'on est fermé. Donc oui, évidemment, il y a un peu d'excitation à l'idée de retrouver un peu tout le monde, de voir vivre le club. Ouais, ça va faire du bien à tout le monde. Ouais. Autant pour nous, du côté manager, voilà, du staff de la salle, que les adhérents. Après une si longue coupure, comme beaucoup de structures, Freedom Fitness a perdu beaucoup d'adhérents. L'objectif à court terme va donc être d'essayer de fidéliser de nouveaux clients et de tenter de convaincre les anciens de revenir. Traditionnellement, juin, juillet, août, ce n'est pas des gros mois d'inscription chez nous. Donc on a un peu l'année dernière comme exemple où on a réouvert en juin l'année dernière. On n'a pas fait des chiffres extraordinaires, on a fait un peu plus que les années d'avant, mais ce n'étaient pas des mois qui étaient hors normes. Et puis septembre, ça a redémarré un peu, puis on a vite refermé. Donc, du coup, la dynamique, elle s'est vite essoufflée en fait. Donc on espère que là, que ça va durer surtout, et puis que on va pouvoir remettre en place des choses, même si les gens ne reviennent qu'en septembre, octobre, ben, au moins qu'on reparte sur une dynamique et d'avoir du monde qui retrouve le chemin de la salle, ça c'est le plus important. Pour le groupe Freedom Fitness créé en 2008, cette crise sans précédent n'aura pas été sans conséquences, avec une baisse du chiffre d'affaires annuel d'au moins 40%.
Néanmoins, aucun des 10 clubs du groupe n'a mis la clé sous la porte et cette reprise de l'activité est avant tout synonyme de projet. Aujourd'hui, on a 10 clubs et chaque année, on ouvre un club et puis voilà, on essaye d'être en perpétuelle évolution. On a différents projets d'ouverture de salles de sport, notamment sur Belay, et puis également un projet d'ouverture de box de CrossFit, donc une nouvelle activité sur notre salle de Saint-Sauveur. Quelques 7 millions de Français fréquentaient les salles de sport avant la Covid-19. Les gérants espèrent de leur côté que cette réouverture leur permettra de repartir sur un nouveau site. Eux n'ont peut-être pas beaucoup de temps pour le restaurant ou le sport. Les lycéens vont passer quelques épreuves du bac à partir de la semaine prochaine, même si la plupart des épreuves ont été annulées, en tout cas pour les terminales. Les premières, eux, vont passer l'épreuve de français. Et pour les aider, Anaïs de QGIS redouble d'ingéniosité. Bonjour Anaïs. Bonjour. Vous êtes avec nous parce que vous avez lancé une chaîne YouTube pour aider vos élèves à réviser, vos élèves et tous les élèves qui souhaitent vous suivre. Avant toute chose, comment vous est venue cette idée de chaîne YouTube ? Alors ça m'est venu au moment du premier confinement, au moment où on s'est tous retrouvés dans une situation totalement inédite, où on s'est retrouvés en travail à distance, à faire cours à distance, avec des outils qu'on ne maîtrisait pas forcément, et puis avec les difficultés aussi de chacun liées aux connexions Internet, à la disponibilité aussi d'un ordinateur. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve un moyen à tout prix de continuer à pouvoir diffuser et transmettre ma passion de la littérature d'une autre manière et d'une manière accessible à tout le monde, en tout temps et en tout lieu, sur les téléphones, sur les ordinateurs, et pas seulement au moment des cours. Donc c'est pour ça que j'ai développé la chaîne YouTube et aussi le compte Instagram qui porte le même nom et qui permet aux élèves aussi d'aller voir peut-être plus d'anecdotes littéraires, enfin sous un format un peu différent. Le nom, on ne l'a peut-être pas précisé, c'est spécialité comme littérature et ça s'adresse particulièrement à ces élèves de première qui vont donc bien passer leur bac de français. Effectivement, alors plutôt des élèves de lycée, seconde, première, mais en fait je me suis rendu compte rapidement qu'il y a eu de plus en plus de visiteurs qui sont venus voir la chaîne et qui sont venus voir le compte, des élèves, les miens bien évidemment, mais aussi des élèves un peu partout en France et même dans le monde, enfin en tout cas en Europe, et ensuite les parents et puis des passionnés de littérature, donc vraiment le panel s'est vraiment élargi et aujourd'hui il y a un public en gros entre 18 et 35 ans. Alors on va regarder justement un petit extrait pour nous rendre compte et puis nous replonger dans nos classiques. Nous aussi, on regarde, on en parle juste après. Aujourd'hui, je vous propose de partir à plus de 10 km de chez vous grâce à Baudelaire, qui a vécu principalement à Paris jusqu'à ce qu'il découvre l'aventure à l'âge de 20 ans, contraint et forcé par son beau-père qui cherche à l'éloigner de la capitale où il mène une vie dissolue. L'exotisme de l'île Maurice et de la Réunion lui inspirera beaucoup de poèmes, notamment À une dame créole, l'un de ses premiers textes. Toutefois, ce voyage ne change rien à son train de vie et dès son retour, Baudelaire s'endette, ce qui lui vaut de vivre en véritable vagabond dans la capitale, déménageant souvent pour fuir ses créanciers. Détestant de plus en plus Paris, Baudelaire part en Belgique, mais le séjour tourne mal et il le vit comme un véritable exil. Sa misanthropie et son spleen en sont considérablement aggravés. Quand il devient aphasique puis hémiplégique, ses proches organisent son retour à Paris. Baudelaire envisage de s'installer près de sa mère à Honfleur, mais son état ne le lui permet pas, et il meurt dans une ville qu'il exècre. Je terminerai en vous parlant d'un poème paru de manière posthume, Anywhere Out of the World, qui résonne comme une conclusion pour celui qui ne s'est jamais senti chez lui nulle part. Dans ce poème, Baudelaire propose à son âme diverses destinations qu'elle refuse toutes avant de pousser un dernier cri, n'importe où, pourvu que ce soit hors de ce monde. Alors il y a d'autres vidéos où on vous voit, vous, expliquer aussi tous ces classiques de la littérature française. Est-ce que vous voyez que ce genre de vidéos un petit peu ludiques, décalées, humoristiques, elles aident vos élèves, vous le mesurez ça ? Alors je le mesure non seulement sur les réseaux sociaux, mais je le mesure aussi en classe. J'aime bien passer avec mes élèves le plus possible par l'anecdote, parce que finalement c'est ce qui va permettre de capter leur attention. Alors effectivement sur YouTube j'ai un contenu davantage pédagogique, où je fais des vidéos plus longues, qui apporte vraiment un contenu spécialisé et ciblé pour les élèves qui préparent les épreuves du bac. Mais c'est vrai que sur Instagram, je me permets ces petites vidéos ludiques et ces formats qui sont un peu différents. Et je me dis, c'est simplement un éveil à la curiosité. J'ai aucune prétention à vouloir remplacer un cours par ces vidéos-là. C'est plus simplement d'éveiller la curiosité des jeunes et qu'ils puissent ensuite aller se renseigner par eux-mêmes. Et peut-être que ça leur donnera une autre vision de Baudelaire, qui est quand même assez austère pour un certain nombre d'étudiants, et ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, j'ai essayé de le faire. Ça rajeunit un petit peu cette littérature. Et puis l'image du professeur aussi, c'est une autre relation peut-être qui se crée avec les élèves ?
Alors peut-être, j'ai toujours eu celle-là, même quand j'avais pas les réseaux sociaux, même quand je les utilisais pas. En fait, je suis sur Instagram et sur YouTube exactement comme je suis en classe. J'ai la même façon de fonctionner. Donc c'est sûr que moi, je trouve que j'ai une relation privilégiée avec mes élèves, mais je sais pas si ça vient spécialement de ma façon de fonctionner. Mais voilà, ce dynamisme-là et cette passion, je pense que je suis passionnée et que du coup, c'est ça qui se transmet aussi plus facilement. Donc je pense que c'est ça qui marche. En tant que passionné, comment vous avez vécu cette année un petit peu compliquée? Dans quel état d'esprit vous sentez ces élèves là, à la fin d'une année plutôt complexe? C'était une année compliquée, effectivement, et c'est certain qu'ils sont sans doute stressés, d'autant qu'on a reçu les consignes concernant les aménagements de l'épreuve assez tardivement, donc pour eux ça a été difficile peut-être de s'adapter, mais je tiens quand même à souligner qu'ils ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation, qu'ils ont été persévérants pour la majorité d'entre eux, et je pense que ça leur servira à l'avenir parce que ça leur a vraiment appris l'autonomie. Et je pense que c'est vraiment très important et que ils vont en tirer profit de toute façon. Et puis les aménagements leur permettent aujourd'hui de choisir 2 sujets, donc d'avoir vraiment les sujets qui sont dédoublés et de pouvoir choisir le sujet sur lequel ils ont le plus de choses à dire et qui les enthousiasme le plus. Est-ce que vous allez continuer à alimenter tous ces réseaux, même après les confinements, etc. J'espère, parce que finalement, j'ai réussi à atteindre un public beaucoup plus large que ma simple salle de classe, ce que je pensais simplement faire au départ. Et donc, je pense évidemment, puis moi, j'ai à cœur de faire ça. Ma passion, c'est de transmettre cet amour de la littérature que j'ai. Donc, je continuerai de le faire au-delà de ma salle de classe. Je pense que c'est certain, oui. Eh ben, on vous le souhaite. Et pour ceux qui voudraient retrouver tous ces contenus, c'est donc sur YouTube ou Instagram. On tape tout simplement spécial Lité. Merci Anaïs de QGIS d'être venue nous voir. Le grand rendez-vous des amateurs de l'animation débute la semaine prochaine à Annecy, à quelques jours de l'édition 2021 du Festival du film d'animation. C'est une récompense de l'édition 2020 qui a été remise lundi. Le prix spécial de la ville d'Annecy a été décerné au réalisateur du court-métrage Wade la Noyade. Il n'avait pas pu le recevoir en main propre l'année dernière puisque le festival s'était tenu uniquement en ligne. C'est donc chose faite. Le film de ce jeune réalisateur avait été choisi par un jury de 3 lycéens en option cinéma au lycée Gabriel Fauré d'Annecy. Je vous propose d'écouter le réalisateur et l'une des membres du jury au micro de Colline Emeriot. Ouais, c'est très spécial parce que l'année dernière, nous n'avons pas eu cette opportunité. Nous ne savions même pas si le festival allait être tenu. C'est donc vraiment chouette que cela se fasse et pas seulement en version numérique comme l'année dernière. Pouvoir être là, sur place, ça fait du bien. Nous avions choisi la ville de Calcutta car tout simplement c'est là d'où je viens. Le réchauffement climatique a eu beaucoup d'impact sur place. Il faut dire que la ville se trouve très proche de la mer. On a donc imaginé, anticipé les effets dévastateurs du dérèglement climatique. On a imaginé le niveau d'eau monter, les conflits qui se multiplient entre les gens qui vivent là, entre les humains et les tigres. Moi j'aimais beaucoup les couleurs et ça nous mettait tout de suite dans une bulle en fait, et on a le contexte qui est mis dès le début, donc on peut vite imaginer toute la ville, comment ça se passe, on a tout le contexte, les plans sont sublimes, du coup voir le reflet dans l'eau, on est tout de suite émerveillé par tous les petits détails qu'il peut y avoir dans le film. Et l'idée du coup dès le départ d'avoir une notion de pollution, d'écologie et tout ça, donc du coup moi ça m'a beaucoup intéressée. Ils occupaient le théâtre Malraux depuis plusieurs semaines, mais avec la réouverture des lieux culturels le 19 mai dernier, les militants ont dû trouver refuge ailleurs. Ils se sont donc installés aux écuries de Boigne, rejoints par d'autres associations. Ils souhaitent toujours faire entendre les revendications de différents secteurs, à commencer par celui de la culture. Mais la ville de Chambéry n'accepte pas cette nouvelle occupation. Elle a pris un arrêté pour expulser les 150 occupants. Les explications de Colline Emeriot. Voilà, on donne des petits coups de main. Ils se font appeler le collectif des écuries libres et sont artistes, artisans, étudiants, retraités ou encore chômeurs. Leur objectif, transformer les écuries de Boigne en un lieu alternatif, solidaire, écologique et ouvert à tous. Après avoir soutenu le monde de la culture, les résidents s'y sont installés sans attendre le feu vert de la mairie. Ils risquent maintenant d'être expulsés à tout moment et sont prêts à résister pour rester sur les lieux. Il y a de l'espace, il y a des salles, on peut créer, on peut faire plein de trucs, c'est idéal, c'est vraiment idéal. On a un cadre magnifique en plus, et il y a du passage devant,
À part si on fouille encore et encore. En tout cas, d'autres villes ont pu avoir des lieux comme ça, alternatifs. Ouais. Nous, ça manque terriblement sur Chambéry, il y a vraiment une demande. Ils ont déjà installé un free shop dans les anciennes selleries, une sorte de boutique où sont donnés des vêtements et accessoires de seconde main. Même principe pour la bibliothèque, installée devant le portail. Les passants sont incités à prendre un livre en l'échangeant avec un autre bouquin. Pour défendre leur projet, ils ont organisé une conférence de presse à la MJC, la Maison des Jeunes et de la Culture. Là, il y a une dynamique qui s'est faite assez incroyable entre des personnes très différentes. Moi, j'ai 18 ans, mais je vais être avec des personnes de 30 ans, de 60 ans, et qui font des métiers très différents. Et ce qui est en train de se créer, moi, je trouve ça assez dingue. Et il y a vraiment un potentiel énorme où ça pourrait vraiment être un endroit de culture, d'art, et un endroit social aussi, très intéressant. Selon la mairie, les écuries qui ont fermé suite à un incendie au printemps 2020 ne répondent pas aux normes de sécurité, une raison qui ne justifie pas l'avis d'expulsion pour les occupants. C'est bien évidemment pas cette motivation qui fait que nous leur demandons de quitter le lieu. Effectivement, on attend un projet écrit de leur part car nous avons mis en attente des porteurs de projets qui nous ont fait des propositions. On a donc exprimé le souhait de pouvoir traiter de façon équitable toutes les propositions et tous les porteurs de projets. Nous leur avons expliqué que la façon dont ils sont entrés dans le bâtiment n'est pas acceptable, que cela va à l'encontre d'un principe démocratique de gouvernance partagée entre les différents acteurs de la ville. Pour l'heure, la mairie leur propose un autre endroit, le champ de tir en bas des Charmettes. Une visite a déjà été organisée avec les élus et les services de la ville ce mercredi 2 juin. Affaire à suivre. Direction la Haute-Tarentaise à présent pour un focus sur le petit quartier du Golay dans la commune de Montvalzan, tout près de la frontière italienne. Il y a quelques semaines, des habitants se sont engagés pour la sauvegarde de leur petit coin de montagne. Ils s'opposent en effet à un projet mené par la mairie qui vise à augmenter la surface constructible dans le hameau. Leur pétition a déjà réuni plus de 1000 signatures. Emmanuel Jaude est allé à leur rencontre, reportage. À 1800 mètres d'altitude, le quartier du Golay jouxte les pistes de ski de la Rosière. Un lieu qui fait aujourd'hui l'objet d'une révision de son plan local d'urbanisme. La mairie souhaitant densifier le quartier, notamment au niveau du coefficient d'occupation des sols. Une volonté très mal reçue par plusieurs habitants qui se sont tout de suite regroupés au sein d'un collectif. On a peur de perdre un petit peu nos espaces de vie. On ne veut pas se retrouver les uns sur les autres. On veut que les enfants qui viennent dans le Golay puissent continuer à jouer autour des parcelles. Il faut quand même que les enfants puissent aller jouer autrement qu'au pied des pistes, par exemple l'hiver. Ils peuvent luger, ils peuvent s'amuser. Et puis on aimerait bien aussi respecter, bien sûr, la faune et la flore. Mais avant de dire que le chalet est un quartier isolé, où il ne se passe rien, il faut quand même savoir que les chalets l'hiver sont pratiquement tous pleins. Et qu'en plus de ça, il y a de plus en plus de gens qui vont acheter les chalets. Alors ça, c'est peut-être un problème pour la mairie, pour y vivre à leur retraite. Si de son côté, la municipalité de Montvalzan, que nous avons joint, a souhaité prendre le temps de préparer sa réponse, la pétition lancée par le collectif a d'ores et déjà récolté près de 1200 signatures. Une remise en question importante pour la commune d'à peine 700 habitants qui vient justement de s'opposer au transfert de la compétence PLU à la communauté de communes haute-tarentaises. Et j'ajoute qu'une enquête publique devrait être ouverte à la fin de l'été sur ce dossier. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à la rédaction et à la régie. Restez avec nous dans un instant. Thierry Paulme nous en dit plus sur le temps dans nos pays de Savoie. Juste après, vous retrouvez votre rendez-vous désormais quotidien avec les candidats aux élections départementales. Ce soir, focus sur le canton de Chambéry 1. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain sur 8 Mont-Blanc.